On a trouvé une jolie maison de retraite pour toi. Ces mots, prononcés par mon fils, Thomas, n'ont pas été criés. Ils n'ont pas été dits avec méchanceté. Ils ont été offerts, comme un cadeau, par-dessus la table du déjeuner dominical, entre la poire et le fromage. Sa femme, Sophie, a hoché la tête, un sourire bienveillant plaqué sur son visage, comme si elle venait de m'annoncer que j'avais gagné un voyage. Une jolie maison. Avec un jardin, a-t-elle ajouté. Et des activités. Je n'ai rien dit. J'ai continué à couper mon morceau de comté avec une précision chirurgicale. La lame de mon couteau a glissé sur la faïence de l'assiette, produisant un crissement aigu qui a semblé fendre le silence confortable de la salle à manger. Leurs regards se sont posés sur moi, attendant une réaction. De la gratitude, peut-être. Des larmes de soulagement. Un acquiescement fatigué. Ils n'ont rien eu de tout cela. J'ai simplement porté le fromage à ma bouche et mâché lentement, en sentant les cristaux de sel craquer sous mes dents. Le tic-tac de la vieille horloge comtoise, héritée de mes parents, a rempli le vide. Tic, tac. Chaque seconde martelait la fin de quelque chose. C'était la maison de mon mari, Jean. La maison que nous avions achetée jeunes mariés, avec des murs nus et des courants d'air. La maison où Thomas était né, où ses premiers pas avaient résonné sur le parquet que Jean avait posé lui-même. Chaque fissure dans le plâtre, chaque tache sur le plan de travail de la cuisine racontait une histoire. Mon histoire. Notre histoire. Et maintenant, cette histoire devait être rangée dans une chambre de 12 mètres carrés, avec vue sur un jardin partagé et des activités de poterie le mardi. On pense que ce serait mieux pour toi, maman, a repris Thomas, avec cette patience affectée qu'on réserve aux enfants et aux vieillards. Plus de sécurité. Moins d'entretien. Tu n'aurais plus à te soucier de rien. Il parlait de la maison comme d'un fardeau. Ce vieux toit qui avait abrité nos vies, ces murs qui avaient bu nos rires et nos peines, réduits à une liste de soucis d'entretien. Je voyais dans ses yeux le reflet de ses propres désirs. Lui et Sophie convoitaient cette maison depuis la mort de Jean. Ils en parlaient par allusion, avec des phrases comme « il faudra bien y penser un jour » ou « c'est grand, pour une personne seule ». Le jour était arrivé. Je n'ai toujours pas répondu. J'ai posé mon couteau, bien droit, parallèle à ma fourchette. J'ai essuyé mes lèvres avec ma serviette en tissu, celle que j'avais brodée il y a 40 ans. Un geste lent, délibéré. Mon calme semblait les déconcerter. Ils s'attendaient à une scène, à des protestations. Ils s'étaient préparés à me raisonner. Mais le silence est une arme bien plus puissante. Il crée un espace qu'ils sont obligés de remplir avec leur propre malaise. On a même pris rendez-vous pour une visite, la semaine prochaine, a enchaîné Sophie, un peu trop vite. C'est un endroit charmant, vraiment. Très coté. Il y a une liste d'attente, mais on a réussi à te trouver une place. Ils avaient tout planifié. Ma vie future, emballée et ficelée, sans même me consulter. J'étais devenue un projet, un dossier à gérer. Le dossier « Maman ». C'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé en moi. Ce n'était pas un bruit fort, pas une explosion de colère. C'était un petit déclic, froid et silencieux, comme une fine couche de glace qui se fissure sous un poids trop lourd. La douleur des années de négligence, des Noëls où l'on me disait de ne rien apporter car ma cuisine était démodée, des anniversaires oubliés, des appels téléphoniques expédiés en 2 minutes, tout cela a convergé en un point unique de clarté glaciale. Je n'étais pas leur mère. J'étais un obstacle entre eux et cette maison. Une gardienne involontaire de leur héritage anticipé. J'ai levé les yeux vers eux. Pour la première fois, je ne voyais plus mon petit garçon, mais un homme de 45 ans, impatient et avide. Je ne voyais plus la jeune femme timide qu'il m'avait présentée, mais une stratège qui souriait en calculant le prix du mètre carré. Et j'ai compris. J'ai compris que l'amour, parfois, s'érode jusqu'à ne plus laisser qu'une habitude polie, un devoir social. Et que le leur s'était complètement évaporé. J'ai hoché la tête. L'entertainment. C'est très gentil de votre part d'avoir pensé à moi, ai-je dit, ma voix parfaitement égale. Un immense soulagement a balayé leur visage. Ils ont échangé un regard triomphant. L'affaire était dans le sac. La vieille dame était raisonnable. Sophie a commencé à débarrasser la table, fredonnant presque. Thomas m'a tapoté la main. Tu verras, maman. C'est la meilleure solution. Ils sont partis peu après, me laissant avec les restes du déjeuner et le silence de la grande maison. Le bruit de leur voiture s'est estompé dans la rue. Je suis restée assise à la table pendant 1 heure, peut-être 2. Le soleil a décliné, projetant de longues ombres sur le parquet. L'horloge continuait son tic-tac imperturbable. Je ne ressentais ni tristesse, ni zaure. Juste un vide immense,
et au centre de ce vide, une petite flamme dure et froide. Une résolution. La meilleure solution, avait-il dit. Oui. J'allais trouver la meilleure solution. Pour moi. Le lendemain matin, je n'ai pas fait ce que j'avais l'habitude de faire. Je n'ai pas arrosé les géraniums. Je n'ai pas lu le journal en buvant mon café. Je me suis assise à la table de la cuisine, celle où j'avais aidé Thomas à faire ses devoirs pendant des années, et j'ai sorti un carnet neuf. Sur la première page, d'une écriture qui ne tremblait pas, j'ai écrit une liste. Une liste très courte. 1. Avocat. 2. Notaire. 3. Agent immobilier. C'était le début. Le début de ma propre solution. Mon premier appel a été pour Maître Dubois. C'était le notaire de Jean, un homme que je n'avais pas vu depuis les funérailles. Sa voix était grave et posée au téléphone. Il s'est souvenu de moi immédiatement. J'ai demandé un rendez-vous en urgence. Il m'a donné 1 heure pour le lendemain. Je n'ai pas donné de détails. J'ai simplement dit que c'était important. Le reste de la journée, je l'ai passé à marcher dans la maison. Je n'emballais rien. Je ne triais rien. Je touchais les murs. Je passais mes doigts sur le velours usé du fauteuil de Jean, celui qui gardait encore la forme de son corps. Je sentais l'odeur de la cire et du bois ancien dans le bureau. Je suis montée au grenier, un endroit où je n'allais plus jamais. La poussière dansait dans les rayons de lumière qui perçaient à travers la lucarne. Il y avait des boîtes partout. Les jouets de Thomas. Mes robes de jeune fille. Les lettres que Jean m'écrivait quand il était en déplacement. J'ai ouvert une boîte au hasard. Elle contenait les dessins d'enfants de Thomas. Des bonshommes allumettes, des maisons qui penchaient, des soleils avec des visages souriants. Sur l'un d'eux, il avait écrit d'une écriture malhabile, « Maman et papa et moi dans notre maison pour toujours ». J'ai regardé le dessin pendant un long moment. L'encre était passée, le papier jauni. Le « pour toujours » des enfants est une chose si fragile. Je n'ai pas pleuré. J'ai refermé la boîte avec soin et je l'ai remise à sa place. Ces souvenirs n'appartenaient plus à l'homme qui voulait me mettre dans une jolie maison. Ils appartenaient à un petit garçon qui n'existait plus. La nuit a été longue. Je n'ai pas bien dormi. Je n'étais pas angoissée. J'étais en alerte. Comme un soldat avant la bataille. Chaque craquement du plancher, chaque murmure du vent dans le grand chêne du jardin me semblait porteur de sens. Cette maison était vivante. Elle respirait avec moi. Et on voulait l'étouffer, la vider de son âme pour la repeindre en gris et y installer des meubles design. Le lendemain, je me suis habillée avec un soin particulier. Mon tailleur bleu marine, celui que je réservais pour les grandes occasions. Un collier de perles discrètes. Je voulais avoir l'air solide. Competent. Je ne voulais pas être la petite vieille dame fragile que mon fils et ma belle-fille voyaient en moi. Le bureau de Maître Dubois était exactement comme dans mon souvenir. Sombre, lambrissé, avec une odeur de cuir et de papier. Il m'a accueilli avec une courtoisie un peu surannée. Il m'a offert un café, que j'ai refusé. Je voulais garder l'esprit clair. Alors, Madame Renaud, que puis-je faire pour vous? J'espère qu'il n'y a pas de problème. J'ai posé mon sac à main sur mes genoux et j'ai joint mes mains par-dessus. Maître, je veux vendre ma maison. Il a haussé un sourcil, à peine surpris. Je vois. C'est une grande décision. Votre fils, Thomas, est au courant? Non, ai-je répondu calmement. Et je souhaite qu'il ne le soit pas pour l'instant. C'est ma maison, n'est-ce pas? Jean et moi en étions les seuls propriétaires. Absolument. A-t-il confirmé en consultant un dossier qu'il avait sorti d'un tiroir. La propriété vous revient en totalité. Vous êtes libre d'en disposer comme bon vous semble. Bien, ai-je dit. Alors je veux la vendre. Et je veux le faire vite. J'ai ensuite abordé le deuxième point de ma liste. Je crois savoir que mon fils dispose d'une procuration sur mes comptes. Je souhaite la révoquer. Immédiatement. Là, il a semblé plus surpris. Il a ajusté ses lunettes. C'est votre droit le plus strict, bien sûr. Mais puis-je me permettre de vous demander ce qui motive cette soudaine réorganisation? Son ton était professionnel, mais je pouvais déceler une pointe de curiosité, peut-être même d'inquiétude. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Mon fils et ma belle-fille ont trouvé une jolie maison de retraite pour moi. Ils pensent que c'est la meilleure solution. J'ai décidé de suivre leurs conseils et de trouver ma propre solution. Une qui me convienne mieux. Un long silence a suivi ma déclaration. Maître Dubois m'a observé par-dessus ses lunettes. J'ai vu un éclair de compréhension dans son regard. Peut-être même d'admiration. Il n'a pas posé d'autres questions.
Il a simplement hoché la tête. Très bien, Madame Renaud. Nous allons nous occuper de tout cela. Je vais rédiger la révocation de la procuration immédiatement. Vous devrez la signer, puis nous l'enverrons à votre banque. Quant à la maison, avez-vous déjà contacté une agence? Pas encore, ai-je admis. Je comptais sur vos conseils. Il a pris un carnet et a noté un nom et un numéro. C'est une personne de confiance. Discrète, efficace. Dites-lui que vous venez de ma part. Je suis sorti de son bureau 1 heure plus tard. Le soleil m'a paru plus brillant, l'air plus léger. J'avais franchi la première étape. Le processus était enclenché. C'était irréversible. Un sentiment étrange m'a envahi, un mélange de peur et d'euphorie. J'étais seul aux commandes de ma vie pour la première fois depuis très, très longtemps. En rentrant chez moi, j'ai appelé l'agent immobilier. Une femme à la voix dynamique et chaleureuse. Elle m'a proposé de passer dès le lendemain. J'ai accepté. Puis, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Je suis allé dans le salon et j'ai décroché la grande photo de famille qui trônait au-dessus de la cheminée. Celle prise au mariage de Thomas. Nous étions tous là, souriant à l'objectif. Un bonheur de facade. J'ai regardé mon propre visage sur la photo, mon sourire un peu crispé. J'avais l'air fatigué. J'ai retourné le cadre contre le mur. Je ne voulais plus voir ses sourires. Le téléphone a sonné dans la soirée. C'était Thomas. Je n'ai pas répondu. Il a laissé un message. Sa voix était enjouée. Maman, c'est moi. Juste pour te rappeler la visite de la maison de retraite jeudi. C'est à 15 heures. On passera te prendre vers 14h30. J'espère que tu es contente. On fait ça pour ton bien. Pesseuse. J'ai écouté le message jusqu'au bout, sans ciller. Puis je l'ai effacé. Son bien. Mon bien. Nos définitions de ce mot semblaient avoir radicalement divergé. L'agent immobilier est arrivé le lendemain, ponctuel. C'était une femme élégante, la cinquantaine, avec un regard vif et direct. Elle s'appelait Madame Fournier. Elle a fait le tour de la maison en silence, prenant des notes. Elle n'a pas fait de commentaires sur la décoration datée ou le papier peint un peu jauni. Elle voyait au-delà. Elle voyait les volumes, la lumière, le potentiel. C'est une très belle propriété, Madame Renaud, a-t-elle dit en terminant sa visite dans le jardin. Le quartier est très recherché. Elle partira vite. C'est ce que je souhaite, ai-je répondu. Nous nous sommes assises à la table de la cuisine et elle a sorti ses documents. Elle m'a expliqué le processus, les diagnostics obligatoires, la signature du mandat. Elle était claire, précise, professionnelle. Elle ne m'a pas traitée comme une vieille femme ignorante. Elle s'adressait à une cliente. C'était rafraîchissant. Il y a juste une chose, a-t-elle dit en rangeant ses affaires. Pour les visites, il faudrait que la maison soit un peu plus impersonnelle. Moins de photos, moins d'objets personnels. Les acheteurs ont besoin de se projeter. J'ai hoché la tête. Je comprends. Je vais m'en occuper. Une fois qu'elle est partie, j'ai commencé. Ce n'était plus un simple geste symbolique comme retourner un cadre. C'était une tâche concrète, méthodique. J'ai sorti des cartons du grenier. J'ai commencé par le salon. Toutes les photos de Thomas, de Sophie, de ma petite fille Élise, ont été décrochées et rangées. Les bibelots, les souvenirs de vacances, les petits cadeaux qu'il m'avait faits au fil des ans, souvent des choses impersonnelles, achetées à la hâte, tout a été mis en boîte. Le salon, une fois vidé de ses traces de vie, m'a paru immense et étranger. Il ne ressemblait plus à mon salon. Il ressemblait à une pièce dans un catalogue de meubles. C'était parfait. J'ai continué ainsi pendant 2 jours, pièce par pièce. La chambre de Thomas, que j'avais gardée presque intacte, a été la plus difficile. Ses livres d'école, ses posters de voitures de sport, son petit bureau. J'ai tout emballé. C'était comme si j'effaçais son enfance, comme si j'annulais le passé. Mais ce n'était pas une annulation. C'était un archivage. Je mettais le passé là où il devait être, dans des boîtes. Le mercredi soir, la veille de la fameuse visite, le téléphone a de nouveau sonné. Thomas, encore. J'ai laissé le répondeur faire son travail. Maman, tout va bien? Le directeur de ta banque a appelé. Il dit que tu as révoqué ma procuration. C'est une erreur, n'est-ce pas? Il y a dû y avoir un malentendu. Rappelle-moi, s'il te plaît. Je commence à m'inquiéter. Son inquiétude. Elle sonnait faux. Ce n'était pas de l'inquiétude pour ma santé ou mon bien-être. C'était l'inquiétude de quelqu'un qui sent que le contrôle lui échappe.
J'ai effacé le message. Le jeudi matin, j'ai reçu un appel de Madame Fournier. J'ai déjà une visite pour vous cet après-midi, Madame Renaud. Un jeune couple, très motivé. Est-ce que 16 heures vous irez? 16 heures, c'est parfait, ai-je dit. À 14h30 précise, la voiture de Thomas s'est garée devant la maison. Je les ai vus par la fenêtre. Ils sont sortis, Sophie arrangeant sa robe, Thomas lissant sa cravate. Ils avaient l'air de se rendre à un enterrement joyeux. Mon enterrement. J'ai attendu qu'il sonne. Une fois. 2 fois. Je n'ai pas bougé. Je les entendais parler à travers la porte. Elle n'est peut-être pas prête, a dit Sophie, sa voix empreinte d'impatience. Maman. A appelé Thomas en frappant à la porte. Ouvre, on va être en retard. Je suis restée assise dans le fauteuil de Jean, dans le salon désormais anonyme. Je sirotais une tasse de thé. Le silence était ma seule réponse. Après quelques minutes, j'ai entendu le bruit de clé. Bien sûr. Il avait gardé un double. La serrure a tourné et la porte s'est ouverte. Ils sont entrés, l'air contrarié. Maman, qu'est-ce que tu fais? Auntie attended. La phrase de Thomas est morte sur ses lèvres. Il s'est arrêté net dans l'entrée, son regard balayant le salon. Sophie l'a bousculé pour entrer et s'est figée à son tour. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? A-t-elle murmuré. Où sont toutes les photos? Ils regardaient autour d'eux, désemparés, comme si un cambrioleur était passé et n'avait volé que des souvenirs. Je me suis levée lentement. Bonjour, Thomas. Bonjour, Sophie. Maman, explique-nous, a demandé Thomas, la confusion se mêlant à l'irritation. Et pourquoi tu ne répondais pas? On a une visite importante. Je ne vais nulle part avec vous, ai-je dit calmement. Je ne visiterai pas cette maison de retraite. Ni aucune autre. Quoi? A lâché Sophie. Mais, on s'était mis d'accord. Tu as dit que c'était gentil de notre part. J'ai dit que c'était gentil de votre part de penser à moi. Ai-je corrigé? Je n'ai jamais dit que j'étais d'accord. Thomas a fait un pas vers moi. Maman, arrête ce petit jeu. C'est ridicule. On a fait toutes ces démarches pour toi, pour ton bien. On ne peut pas tout annuler maintenant. Oh, mais je ne vous demande pas d'annuler quoi que ce soit, ai-je répliqué, ma voix toujours aussi posée. Faites ce que vous voulez. Mais cela se fera sans moi. Et sans ma maison. C'est là que le regard de Thomas est devenu dur. L'inquiétude feinte a laissé place à la colère. Sans ta maison? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la maison de la famille. Non, Thomas, ai-je dit, et pour la première fois, j'ai senti ma propre force, une colonne d'acier qui se dressait en moi. C'était notre maison, à ton père et à moi. Maintenant, c'est ma maison. Et j'ai décidé de la vendre. Le silence qui a suivi a été total. Un silence lourd, électrique. Sophie a porté une main à sa bouche, ses yeux écarquillés. Thomas me dévisageait comme s'il ne me reconnaissait plus. Tu ne peux pas faire ça, a-t-il bégayé. Je le peux. Et je le fais, ai-je affirmé. L'agent immobilier vient pour une visite à 16 heures. Je vous prierai donc de partir. Vous comprenez, il faut que la maison soit présentable. Et votre présence ici est quelque peu dérangeante. J'ai savouré l'ironie de la situation. Eux, qui voulaient me déloger, se retrouvaient mis à la porte. Sophie semblait sur le point de pleurer. Thomas, lui, était rouge de fureur. C'est à cause de la procuration, c'est ça? A-t-il sifflé. Tu fais une crise de nerfs parce que tu crois qu'on veut te voler. Je ne crois rien du tout, Thomas. Je constate, ai-je dit froidement. Vous avez pris des décisions pour ma vie sans me consulter. Vous avez décidé de l'endroit où je devais finir mes jours comme on choisit une niche pour un vieux chien. Vous ne m'avez pas vu. Vous ne m'avez pas entendu. Alors maintenant, écoutez bien. Je vends cette maison. Je prends mon argent. Et je vais vivre ma vie. Loin de vous. Tu es complètement folle, a-t-il crié, perdant tout contrôle. Papa se retournerait dans sa tombe. Papa m'aurait soutenu, ai-je rétorqué, ma voix montant d'un cran pour la première fois. Il n'aurait jamais permis qu'on me traite comme un meuble encombrant. Maintenant, sortez. Je leur ai tourné le dos et je suis allée dans la cuisine. Je me suis servi un verre d'eau. Mes mains tremblaient, enfin. Mais c'était un tremblement de libération, pas de peur. Je les ai entendus discuter à voix basse dans l'entrée, des chuchotements furieux. Puis la porte d'entrée a claqué.
Je suis allée à la fenêtre et je les ai regardés remonter en voiture. Ils ne se parlaient pas. Ils me jetaient des regards noirs. La voiture a démarré en trombe, laissant une trace de pneu sur l'asphalte. J'ai soupiré. La bataille était gagnée. Mais la guerre ne faisait que commencer. À 16 heures, le jeune couple est arrivé. Ils étaient charmants. Ils ont adoré la maison, le jardin, la lumière. Ils ont posé des questions, se sont projetés dans les pièces. Ils ont dit qu'ils feraient une offre rapidement. Quand ils sont partis, je me suis sentie vide, mais en paix. Le processus était en marche. Les jours suivants ont été une avalanche de messages et d'appels manqués. Thomas et Sophie ont essayé de me joindre sans relâche. Leurs messages ont changé de ton. D'abord furieux, puis suppliants, puis de nouveau accusateurs. Ils disaient que je les punissais, que j'étais manipulatrice, sénile. Ils disaient qu'ils allaient consulter un avocat pour me mettre sous tutelle. J'ai tout effacé, sans exception. Leurs mots ne pouvaient plus m'atteindre. J'étais protégée par un bouclier de silence et de détermination. Un après-midi, alors que je triais de vieux papiers dans le bureau de Jean, quelqu'un a sonné à la porte. J'ai hésité. Je pensais que c'était encore eux. Mais la sonnerie était différente. Plus douce, moins insistante. J'ai regardé par le Judas. C'était Élise, ma petite fille. J'ai ouvert. Elle se tenait sur le seuil, l'air anxieux. Élise avait 20 ans. C'était une jeune femme sensible et intelligente, qui avait toujours eu une relation plus distante, mais plus authentique avec moi que ses parents. « Mamie » a-t-elle dit d'une petite voix. « Je peux entrer ?» J'ai reculé pour la laisser passer. Elle est entrée et a regardé le salon vide, les murs nus. « Papa m'a tout raconté » a-t-elle dit. Enfin, sa version. « Il dit que tu as perdu la tête. » Elle s'est tournée vers moi, et dans ses yeux, je n'ai vu ni jugement ni pitié. Juste une question sincère. « Est-ce que c'est vrai que tu vends la maison ?» J'ai hoché la tête. « Oui. » Elle s'est assise sur le canapé. « Pourquoi ?» Je me suis assise en face d'elle. J'ai pris une profonde inspiration. Et pour la première fois, j'ai tout raconté. Pas seulement l'histoire de la maison de retraite, mais les petites humiliations, les années de solitude, le sentiment d'être devenu invisible. J'ai parlé calmement, sans me plaindre. J'ai exposé les faits. Élise m'a écoutée sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse pendant un long moment. Puis elle a dit, « Ils ne t'ont jamais vu, n'est-ce pas ? Ils voyaient juste, une grand-mère. Une fonction. Pas une personne. » Des larmes me sont montées aux yeux. C'était la première fois que quelqu'un mettait des mots aussi justes sur ce que je ressentais. Elle avait compris. Elle m'avait vu. « Je suis désolée, mamie » a-t-elle continué, sa propre voix se brisant un peu. « Je suis désolée pour eux. Et pour moi. Je n'ai pas assez fait attention non plus. »« Tu es jeune, ma chérie » lui ai-je dit en lui prenant la main. « Tu as ta propre vie à construire. »« Ça n'excuse rien » a-t-elle répondu. « Mais je veux que tu saches que je te soutiens. Quoi que tu décides de faire. Si tu as besoin d'aide pour les cartons, ou pour n'importe quoi, je suis là. » Ce jour-là, j'ai compris que je n'avais pas perdu toute ma famille. J'avais perdu un fils et une belle-fille, mais j'avais trouvé une alliée. Une amie. Sa visite a été comme un baume sur une blessure. Elle m'a donné la force de continuer. Le couple a fait une offre, comme promis. Une bonne offre. Je l'ai acceptée sans hésiter. La signature du compromis de vente a été fixée. J'ai commencé à chercher un appartement. Quelque chose de petit, de lumineux, en centre-ville, près d'un parc et d'une bibliothèque. Un endroit pour moi seul. Un endroit où je n'attendrai personne. La nouvelle de la vente imminente a dû se répandre, car Thomas et Sophie ont changé de stratégie. Ils ont cessé de m'appeler. Un soir, ils sont venus. Sans prévenir. J'étais en train de préparer ma soupe. Je les ai vus se garer, et mon cœur s'est serré. Mais la peur avait disparu. Il ne restait qu'une lassitude infinie. J'ai ouvert la porte avant qu'ils ne sonnent. Ils étaient là, sur le perron, l'air grave. Ils tenaient un bouquet de fleurs. Un bouquet de réconciliation. Ou de manipulation. « Maman » a commencé Thomas d'une voix qu'il voulait douce. « On peut parler ?» Je les ai laissés entrer, mais je ne les ai pas invités à s'asseoir. Nous sommes restés debout dans l'entrée. On a reflechi, a dit Sophie. On a peut-être été un peu maladroit. Un peu ? Ai-je répété, un léger sourire ironique aux lèvres. D'accord, très maladroit, a concédé Thomas.
On a eu tort de ne pas te parler de la maison de retraite avant. On voulait juste te simplifier la vie. Ma vie n'est pas compliquée, ai-je répondu. C'est vous qui la compliquiez. Écoute, maman, a-t-il poursuivi, en faisant un pas vers moi. Annule cette vente. S'il te plaît. C'est une folie. Cette maison, c'est tout ce qui nous reste de papa. C'est l'héritage d'Élise. L'héritage d'Élise. Il osait utiliser sa fille comme argument. L'héritage d'Élise, je m'en occupe, ai-je dit sèchement. Et quant à ton père, il aurait voulu que je sois heureuse et respectée. Ce qui n'était plus le cas ici, avec vous. Mais on t'aime, maman, s'est exclamée Sophie, les larmes aux yeux. Des larmes de crocodile. J'ai secoué la tête. Non, Sophie. Vous aimez l'idée de m'avoir. L'idée d'une mère qui est là quand on a besoin d'elle pour garder les enfants ou pour le chèque de Noël. Vous aimez cette maison, ces murs, le terrain. Mais moi, Hélène, la femme qui vit à l'intérieur, vous ne l'aimez pas. Vous ne la connaissez même plus. Mon calme les a désarmés. Ils n'avaient plus d'arguments. Leur colère n'avait pas fonctionné. Leurs supplications non plus. Leur tentative de chantage affectif tombait à plat. La vente est en cours, ai-je conclu. Elle ne sera pas annulée. J'ai trouvé un appartement qui me plaît beaucoup. Je déménage dans un mois. Je vous enverrai ma nouvelle adresse. Ou pas. Je n'ai pas encore décidé. Je leur ai ouvert la porte. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, ma soupe va brûler. Ils sont partis sans un mot de plus, laissant le bouquet de fleurs sur la console de l'entrée. Je l'ai pris et je l'ai mis directement à la poubelle. Je ne voulais pas de leurs fleurs. Je ne voulais plus rien d'eux. Le mois suivant est passé dans un tourbillon. Entre les cartons, les démarches administratives, les adieux aux voisins. Élise est venue m'aider presque tous les jours. Nous avons trié des décennies de vie. Nous avons ri en regardant de vieilles photos de moi jeune. Nous avons pleuré en lisant des lettres de Jean. C'était un processus de deuil, mais aussi de renaissance. Je me débarrassais du poids du passé pour ne garder que l'essentiel. Le jour de la signature finale chez le notaire, j'étais sereine. J'ai signé les documents, j'ai remis les clés. En sortant, j'ai regardé la maison une dernière fois. Elle n'était plus vraiment la mienne. C'était une coquille vide qui attendait une nouvelle vie. Je ne ressentais aucune tristesse. Juste un sentiment de légèreté. Mon nouvel appartement était parfait. Petit, mais baigné de lumière. Depuis mon balcon, je voyais les cimes des arbres du parc. Il y avait une seule chambre, un salon confortable, une petite cuisine fonctionnelle. C'était tout ce dont j'avais besoin. J'ai passé les premières semaines à déballer mes cartons, à arranger mes meubles, à trouver mes marques. J'ai gardé le fauteuil de Jean, quelques livres, la vieille horloge comtoise. Son tic-tac familier me rassurait dans ce nouvel environnement. J'ai accroché un seul cadre au mur, une photo de Jean et moi, jeunes et amoureux, le jour où nous avions acheté la maison. C'était le seul souvenir que je voulais garder visible. J'ai commencé une nouvelle routine. Le matin, je prenais mon café en lisant sur mon balcon. Puis j'allais me promener dans le parc. Je me suis inscrite à la bibliothèque, au club de lecture. J'ai rencontré des gens. Des gens qui s'intéressaient à ce que je pensais, pas à ce que je possédais. Des femmes de mon âge, avec leurs propres histoires, leurs propres blessures, leurs propres forces. Je me suis fait une amie, Jacqueline, une ancienne professeure d'histoire pleine d'humour et de vie. Je n'ai pas eu de nouvelles de Thomas et Sophie. Élise m'appelait régulièrement. Elle me racontait ses études, ses amours. Elle venait me voir le week-end. Nous allions au cinéma, au musée, où nous restions simplement à discuter pendant des heures en buvant du thé. Notre relation s'est épanouie, libérée de l'ombre de ses parents. Un jour, 6 mois après mon déménagement, j'ai reçu une lettre. L'écriture sur l'enveloppe était celle de Thomas. Mon premier réflexe a été de la jeter. Mais la curiosité l'a emportée. Je l'ai ouverte. C'était une lettre courte. Il ne s'excusait pas vraiment. Il ne disait pas qu'il regrettait. Il disait qu'il avait beaucoup réfléchi. Il disait que mon départ avait créé un vide. Il disait qu'Élise lui manquait, qu'elle passait tous ses week-ends avec moi. Il terminait par une simple phrase, « J'aimerais te voir. Si tu es d'accord. » J'ai lu la lettre plusieurs fois. Il n'y avait pas de remords, mais il y avait une fissure dans son armure. Le vide. C'était la première fois qu'il reconnaissait mon absence comme une perte, et non comme une simple inconvénience. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé la lettre sur la table de la cuisine pendant une semaine. Chaque jour, je la regardais.
Je pensais à tout ce qui s'était passé. La colère s'était dissipée. La douleur s'était atténuée. Il ne restait qu'une cicatrice, une mémoire de ce qui avait été. Je ne pourrais jamais effacer des années de négligence. Je ne pourrais jamais redevenir la mère dévouée et silencieuse que j'avais été. Cette femme était morte le jour du déjeuner dominical. Mais peut-être qu'une autre relation était possible. Une relation différente, basée sur de nouvelles règles. Mes règles. J'ai pris une feuille de papier et un stylo. J'ai écrit une réponse tout aussi courte. Thomas, je serai au café du parc, samedi à 15 heures. Si tu veux venir, je t'offrirai un café. Seule. Helene. Je n'ai pas signé « Maman ». C'était intentionnel. Il devait comprendre que la femme qu'il allait rencontrer n'était plus seulement sa mère. C'était Hélène. Une personne à part entière. Je ne savais pas s'il viendrait. Et pour la première fois, cela n'avait pas d'importance. Ma paix, mon bonheur, ne dépendaient plus de lui. J'avais vendu la maison qu'il convoitait, mais j'avais racheté quelque chose de bien plus précieux, ma propre vie. Et elle n'était pas à vendre. À aucun prix. Le samedi, je me suis rendue au café. J'ai commandé un thé et je me suis installée à une table en terrasse, au soleil. J'ai sorti un livre de mon sac et j'ai commencé à lire. Je n'attendais pas. Llevirais. Le tic-tac de la vieille horloge avait été remplacé par le murmure de la ville, le rire des enfants dans le parc, le bruissement des pages de mon livre. Un son bien plus doux. Un son de liberté. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Quelque part, quelqu'un a besoin de savoir qu'il n'est pas seul. Qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre les clés de sa propre maison, de sa propre vie. Et que le silence, parfois, est le cri le plus puissant qui soit.